Le 4 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana atterrit à Gbadolite. Il vient rendre visite à son frère. Il a l'habitude d'aller voir son frère, le maréchal Mobutu. Habyarimana descend de l'avion sans son épouse. Chose rare. Il a mine fermée, contrarié. Il est très inquiet. Il s'adresse à Mobutu en ces termes. Mon frère, voici depuis un moment j'ai subi de très fortes pressions de la communauté internationale. Surtout des Américains et des Belges. Ces derniers me demandent chaque jour de lâcher plus. De lâcher plus. Alors qu'à Kagame, on n'exige absolument rien. Alors j'aimerais que tu viennes avec moi à Arusha, en Tanzanie, au sommet des chefs d'État de la région, prévu ce mercredi. C'est comme si un père qui, après avoir arraché entre les mains des voleurs le trésor qui a été volé, allait le remettre entre les mains de son bébé, de son enfant de 4 ans pour le protéger. Non, un enfant immature ne peut accéder à son propre héritage tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la maturité. Voilà pourquoi, devant l'absence d'une prise de conscience suffisante d'une bonne partie de la classe politique congolaise et de la jeunesse, nous avons estimé qu'il fallait encore lui apporter des éléments d'information susceptibles de booster leur conscience pour les conduire à une véritable révolution. Oui, parce qu'il s'agit plutôt d'une véritable révolution et non pas de... C'est pourquoi notre démarche pour expliquer. C'est pourquoi nous avons entrepris des démarches pour expliquer les causes, de mieux pénétrer et contrôler les immenses gisements de pétrole et de minerais stratégiques. Au-delà de tous les discours de propagande que nous entendons, mes chers frères, la vérité est que, aux yeux des think tanks occidentaux et de leurs lobbies, une Afrique forte et stable, avec une élite forte, avec un leadership fort, constitue une menace sérieuse pour les intérêts vitaux des pays. Depuis l'horrible scandale de la manipulation médiatique et l'intoxication que les États-Unis avaient organisé au sujet des armes de destruction massive en Irak en 2003, les médias ont son. Le nuage, n'est-ce pas, de la nébuleuse de la communauté internationale, mais qui, eux, inspirent et conduisent l'action. Tout le message est contenu dans cette photo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, voici donc stratégie du chaos et du mensonge, aucun menteur en Afrique des Grands Lacs. Si on vous rappelait pour discuter du livre, vous allez revenir en Belgique. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vu que tout le monde n'a pas encore eu le temps de lire cet ouvrage-là, donc ça sera une bonne occasion pour nous, quand vous l'achèterez, que M. Bloko revienne encore une autre fois ici, pour que vous puissiez vraiment poser des questions. Mais cela ne nous empêche pas de poser des questions aujourd'hui. Hein. C'était simplement pour vous dire à ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'acheter le livre, quand vous l'aurez, ce sera vraiment une meilleure occasion, parce que maintenant, vous allez certainement poser des questions sans avoir lu le livre. Mais c'est pas grave. Il faut leur dire qu'il y a le livre en arrière, en fait, parce qu'il y a des exemplaires en arrière. Oui, si. Tout le monde sait que, enfin, tout le monde est venu d'ailleurs pour acheter. Mais je vais commencer. Donc, s'il y a des questions qui touchent directement à la Pareco, c'est le vice-président national et secrétaire général qui est ici, M. Tala, qui va répondre. Sinon, M. Beko répondra à vos questions. Je vais commencer par les 4 journalistes qui sont ici avec nous. Si vous avez des questions, chers journalistes, sentez-vous à l'aise. La parole est à vous. Qui entretient cette médiocrité? Ce sont des politiciens ou eux aussi sont des victimes ou c'est l'Occident? Merci. Je vais être très rapide. La version anglaise, je pense que nous y travaillons, ça va aller pour l'année prochaine. Pour ce qui est de la... Je parlais de la aliénation culturelle et intellectuelle.
cette aliénation tire ses origines d'abord du système colonial et néocolonial. Le problème chez nous, c'est que même le système éducatif n'a pas été revu. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes un spécialiste de Louis XIV que de la vie de Lumumba, par exemple. Donc, vous avez des éléments comme ça. Et je pense que les politiques aussi pouvaient changer ça, mais vous savez, il faut avoir un esprit critique. De tout ce qu'on apprend, moi, je suis allé à l'université en Occident, j'ai vu des choses qu'ils ont dites qui n'étaient pas vraies, j'ai remis ça en question, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, il y a autant les politiques sont responsables, autant certains étaient aussi victimes de ce système-là. Mais pourquoi pas de remise en question? C'est ça le problème, puisque c'est quand même une question dont on parle depuis très longtemps. Je tiens à rappeler que Cheikh Anta Diop était allé au Congo en 1981, le grand professeur Cheikh Anta Diop. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans d'autres pays, il y a une remise en question, pourquoi pas chez nous? Donc, il y a une responsabilité quand même au niveau de l'élite politique. Voilà. Enquêter, qui ont le cerveau lavé. Vous savez, l'aliénation culturelle et intellectuelle chez nous, elle est très présente. Vous êtes en face des gens qui sont allés à l'école et qui sont sortis de l'école et qui pensent avoir la science infuse. Ils n'ont pas remis en question ce qu'ils ont appris du système occidental. J'ai fait les Sciences Po à l'université au Canada, on m'avait surnommé le rebelle. Parce que je remettais constamment en question tout ce qu'on me disait. Ne vous attendez pas à ce que des gens qui veulent vous dominer vous enseignent comment sortir de la domination que eux veulent exercer sur vous. C'est de la folie. Ils n'ont pas intérêt. Ils vont vous endoctriner assez solidement pour faire de vous des esclaves consentants. Et vous avez la classe politique congolaise aujourd'hui qui est comme ça. Quand Kengo dit je ne veux pas, c'est une parenthèse, je ne veux pas qu'on modifie la Constitution, Kengo ne le dit pas parce que tout d'un coup il a compris. Mais Kengo, c'est qui? Kengo, c'est l'homme de l'Occident. Il ne veut que relayer le message de ses maîtres. Et nous, on veut que nous restions sur la Constitution. Pourquoi? Parce qu'au fond, la Constitution, même si on ne la changeait pas, même si on remplaçait celui qui est là, ne va pas bousculer l'ordre cannibale établi chez nous. Mais le jour où on va commencer à dire aux Congolais quels sont les véritables enjeux, qui sont leurs véritables ennemis, qui sont les protagonistes dans la crise congolaise, ils ont deux. S'il y a le peuple congolais, j'exclus ce qu'on appelle l'élite, il y a le peuple congolais, et de l'autre côté, les grandes puissances et leurs marionnettes locales. C'est ça, nous avons des acteurs pléniers qui sont les problèmes du Congo finissent et ils vous proposent des pistes de solutions qui n'arrangent rien, qui empirent la situation. Et nous avons voulu dans ce travail relever tout cela. Il y a eu la loi Obama sur le Congo. Beaucoup de Congolais ont acclamé cette loi. Il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis. On a acclamé cette loi. Mais quand vous commencez à analyser toutes ces lois conçues pour sauver le Congo, vous vous rendez compte que ce sont des richesses du Congo. Mais voilà comment nous sommes pris. Nous tombons dans le piège. L'élite politique congolaise nous dit, voilà, pour trouver des solutions à nos misères, nous devons aller auprès des États-Unis. Et moi, j'ai été choqué parce que j'ai vu, si on va comparer les deux événements, puisqu'il y a eu beaucoup de comparaisons ces derniers temps entre la situation entre le Burkina et le Congo, c'est au niveau de l'éducation des masses. Regardez comment au Burkina Faso, la révolution de la rue a été très vite récupérée par les puissances occidentales, qui ont placé le colonel Zida, qui est l'homme des Américains. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui vont pérenniser le système france-africain. Et là, on va chercher très loin pour rien, on va philosopher pour rien. Regardons ce qui se fait ailleurs, ceux qui étaient dans la même condition que nous. Vous donner une information importante qui peut permettre à chacun de nous d'avoir une vision que Jembeko disait tout à l'heure de l'aliénation mentale des Congolais. Moi, en 2012, j'ai été reçu par le patronat français à l'Ardemande. J'ai discuté avec le patronat français et à un certain moment, on me posera la question de savoir pourquoi on ne parlait pas le même langage avec d'autres formations politiques. Parce que j'expliquais vraiment schématiquement tout ce qui est dans ces livres. Parce que moi-même, j'ai été un témoin, un acteur de terrain
j'ai pu être confronté à certaines informations, à certaines réalités, pas théoriques, mais pratiques. J'expliquais qu'avant la chute de Mobutu, moi je savais que le régime de Mobutu tombait. Parce que j'avais des connexions avec certains amis, avec les autorités tanzaniennes, à l'époque de Nyerere, avec Museveni, etc. Je savais que le régime de Mobutu tombait. Et on savait qui était derrière tout cela. Raison pour laquelle les amis avec lesquels on était dans ce combat, nous avions déclaré cette offre de la domination du Congo. Vous savez, l'histoire du Congo avait évolué, nous sommes restés sur ce chemin. Et en 1995, lorsque l'histoire du Rwanda arrivait, avec le renversement de Mobutu, etc., et tout ce qui s'est passé, le RCD, etc., j'ai été encore un témoin et un acteur de terrain. Personnellement, je viens de l'ennemi du Congo. C'est pour dire ceci. Vous savez, le problème du Congo, lorsqu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même réalité, on n'a pas le même diagnostic, c'est vraiment un problème. Raison de ces livres. Raison de ces livres. Avons-nous la même réalité de notre pays? Faisons-nous le même diagnostic? Je ne pense pas. Lorsque je souffrais que je puisse le rappeler, sans esprit de polémique, sans attaquer qui que ce soit, je me souviens qu'en 2006 ou 2007, je faisais une tournée diplomatique avec le président de l'UDPS. Nous arrivions à Kisangani, c'était la veille du 30 juin 2006. Et puis, à l'arrivée sur place, après le 30 juin, nous avions fait un discours, le président de l'UDPS, M. Franck Diongo, que certains doivent connaître, moi-même, et les gens du RCD, parce que nous étions partis, entre guillemets, naïvement, mais j'avais des éléments, malheureusement, il y avait la discipline du parti, de la formation qu'il fallait respecter. Le 4 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana atterrit à Gbadolite. Il vient rendre visite à son frère. Il a l'habitude d'aller voir son frère, le maréchal Mobutu. Habyarimana descend de l'avion sans son épouse, chose rare. Il a mine fermée, contrarié, il est très inquiet. Il s'adresse à Mobutu en ces termes. Mon frère, voici depuis un moment j'ai subi de très fortes pressions de la communauté internationale, surtout des Américains et des Belges. Ces derniers me demandent chaque jour de lâcher plus, de lâcher plus. Alors qu'à Kagame, on n'exige absolument rien. Alors j'aimerais que tu viennes avec moi à Arusha, en Tanzanie, au sommet des chefs d'État de la région, prévu ce mercredi. Car presque tous les chefs d'État invités sont alliés du Front patriotique rwandais de Kagame. Mobutu lui répondit: ne t'inquiète pas, je vais m'organiser et je verrai comment est-ce que je vais résoudre cette affaire. Mobutu s'adressant à son conseiller spécial en matière de sécurité, Mbanda. Mbanda, est-ce que moi, Ezali, Bosa et Langanzela, une étude sur le trajet aérien entre Gbadolite et Arusha, aller-retour sans survoler le territoire rwandais. Mbanda se retourne vers la Habyarimana avec un air étonné et dit
Le Rwanda nous refuse le droit de survol, monsieur le président. Non, rétorqua le maréchal. Il ne manquerait plus que ça. Bon, ça la caca étude, pas mater, tous allez comme il s'agit de la présence des troupes belges qui ont investi Kigali avec des avions et des missiles sophistiqués. Sol-Air dont on ne voit même pas que le rapport avec leur soi-disant mission de paix au Rwanda. Ils sont capables de tous ces salauds. Surtout quand il s'agit de ma tête. Puis Abiyarimana a pris congé de son frère. Sous un soleil brûlant. Dans l'après-midi, le 4 avril 1994. Deux grands amis s'embrassent par des longues accolades sur le tapis rouge qui orne la passerelle de l'avion présidentiel. A très bientôt, lance Juvenal Abiyarimana à Mobutu, avant de s'engouffrer dans son avion. Merci et bon voyage, lui répondit le maréchal, qui reste sur le tarmac comme il avait l'habitude de le faire, jusqu'à ce qu'un avion de son meilleur ami décolle. Il lui adressa des derniers signes d'amitié par des grands gestes, les bras levés avec son inséparable canne à la main droite. Au moment où le Falcon 5 ans du président rwandais se détachait du sol zaïrois. Mobutu était loin, alors très loin de se douter qu'il venait là de dire adieu à son meilleur ami. Le 6 avril 1994, on est à Arusha. Tous les présidents de la région sont présents sauf Moi et le maréchal Mobutu. On passe à la signature des accords d'Arusha pour un cessez-le-feu pour marquer la fin d'une guerre de 4 ans et la formation d'un gouvernement de transition. Museveni invita le président rwandais et le président burundais à Kampala le lendemain. C'est pour cette raison que le président burundais décida de renvoyer son avion dans son pays afin de faire route ensemble avec Abiyarimana à Kigali et ensuite vers Kampala. Le soir venu, le Falcon 5 ans du président Abiyarimana quitte le sol tanzanien à destination de Kigali. Presque au même moment, à Kigali, une camionnette Toyota avec 5 passagers, un chauffeur, 2 tireurs, Frank Ziza, Eric Akizimana, un garde et le lieutenant Abdul Rosibiza, se dirigeant vers la colline de Masaka à Kigali, non loin de l'aéroport de Kigali. Elle a été choisie comme offrant le meilleur emplacement pour le tir. Sous l'ordre du général Paul Kagame, le Falcon 50 du président Abiyarimana devint une cible. Le compte à rebours a commencé. À l'époque, l'aéroport de Kigali était contrôlé par les Nations Unies, précisément par le général Dallaire. Et basali piste d'atterrissage moko spécial pour la kaka avion nyonso oyo ezali koya à partir de 20h et zongela na partie ouest et non la partie est de l'aéroport. Et tout comme vers 20h30, l'avion du président Abiyarimana s'apprête à atterrir. Et on écoute de voix en train de demander à ceux qui étaient autour du contrôle: mais qui est dans l'avion? Dites-nous qui est dans l'avion. Est-ce que le grand est dans l'avion? Négatif. Mais le pilote répond: nous ne donnons pas de telles informations. Moi, ils allaient toutes ces informations, mon délai ouille. 21h. On entend un grand bruit. Le quartier Kigali. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bassou Balobi, on dirait une bombe. Bassou Balobi, on dirait un avion s'est écrasé. Il y a des boucons partout. Les Iteramouais se préparent avec les machettes. Parce qu'eux ne voulaient pas qu'Abiyarimana aille négocier avec Kagame. Parce qu'ils savaient que, quelles que soient les négociations, Kagame et son parti étaient décidés à prendre le pouvoir. 21h30. On annonce à la radio de Kigali que l'avion du président Abiyarimana vient de s'abattre. Tout le monde est mort. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'Afrique,
l'histoire du monde entier. Deux présidents de deux pays différents trouvent la mort dans un même avion. 22h, on est à Bouzi, au Zaïre. Le maréchal Mobutu sort de la maison en criant: Babomie, 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 ah babomie, babomie. Le spécial douane qui regarde le maréchal et dit: mon président, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: babomie, babomie, bien babomie, babomie, babomie. Ok. Et le maréchal regarde Banda dans les yeux et lui dit: c'est le début du signe indien. C'est le début. Il y aura un grand rasage ici en Afrique centrale. C'est le début du génocide. Plus de 800 000 morts au Rwanda. Des enfants, des femmes, des hommes ont trouvé la mort. Et au Zaïre, plus de 7 millions de morts. Le fantôme du roi Léopold II vient une fois de plus de frapper cette nation. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ces silences? Pourquoi y a-t-il pas d'investigation jusqu'à nos jours sur la mort d'Abiyarimana et de Tanyamira? Quelle était la mission des Nations Unies au Rwanda? Pourquoi le général Roméo Dallaire n'a-t-il pas informé son soi-disant patron, Jacques-Roger Boubou, à temps sur l'événement qui s'est déroulé au Rwanda? Pourquoi ces silences? Pourquoi y a-t-il pas d'investigation sur ces jeunes soldats belges qui ont trouvé la mort à Kigali? Pourquoi y a-t-il pas d'investigation sur cet équipage français? Pourquoi? Pourquoi? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Car cette affaire te concerne. Oui, toi. Depuis le village Bombélé, El Commandante, le maréchal Nkungu, I'll be back.